vient de me dire, hors d'onde, à la seconde, la vie est bonne, tout va bien. Bonjour, Christian Bégin. Bonjour, Patrick Lagacé. Content de te revoir. C'est le plaisir est partagé. Ça faisait longtemps. Oui, ça faisait un petit bout quand même. Il y a du monde à la messe. C'est le signe que l'été revient. Ça recommence là, cette semaine. Vendredi, le 2 mai, à 21h. Ça fait combien de saisons à Télé-Québec? Ça sera la 9e saison de Il y a du monde à la messe. Bravo. On est très contents. On est très dans le contexte, tu le sais, dans le contexte de la télévision en ce moment, on est très privilégiés. Il y a ça chez Télé-Québec, une forme de fidélité à des émissions qui encore résonnent auprès du public. Fait qu'on est très, très heureux. On a terminé le tournage hier soir de cette 9e saison. Donc, tout est dans la canne, comme on dit. Tout est canné, comme on dit. Comment on renouvelle une émission qui a du succès, qui est aimée, qui a un succès critique à la 9e saison? Je pense qu'on n'a pas tant envie de la renouveler parce que ce qui fait la force de Il y a du monde à la messe, c'est les gens autour de la table. C'est les rencontres improbables aussi. T'sais. Comme on ne ploie pas sous l'injonction de la vedette à tout prix. Nous autres, il y a toujours des gens plus connus. Sur une tablette 4, il y a 2 personnes plus connues du public et 2 personnes que les gens ne connaissent pas, qui vont découvrir, qui viennent de différents milieux. Et comme ce n'est pas des émissions autopromotionnelles, même les gens, même si toi, tu venais, mais on ne va pas parler de ton émission de radio, on va parler d'autres choses. La fois, je suis allé à Il y a du monde à la messe, c'est pas à l'occasion d'une plug. Puis parfois, souvent, dans les médias, puis c'est comme ça, là, les entrevues culturelles, c'est parce que l'artiste a un nouveau projet, absolument, une nouvelle chanson. Mais c'est pas le cas. Et c'est nécessaire d'avoir ces canaux de diffusion-là pour parler de ce qu'ils font. Mais nous, c'est pas là-dessus qu'on a construit le concept de l'émission. Fait que j'ai l'impression que ça se renouvelle de par les rencontres qui se créent. Puis encore hier, on en a fait... On l'a vécu. Il y avait 4 personnes qui, dans un autre contexte, ne se seraient jamais rencontrées. Puis tout à coup, c'est devenu bien organique, cette affaire-là. Puis la circulation était fluide. Fait que autant Catherine Chabot peut parler avec Olivier Dubois, le journaliste français qui a été pris en otage pendant 700 jours. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça la force de l'émission, entre autres. Moi, je suis là pour juste passer la POC. T'sais. Pour passer les plats. C'est ça, je passe les plats. On va arriver, parlant de passer les plats, on va arriver à Curieux Bégin, mais cette émission-là, il y a du monde à la messe. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que ça dure? Parce que des émissions d'entrevue, des émissions où on converse, il y en a. Pourquoi celle-là pogne comme ça, colle? Bien, je pense que ça tient à ça. Je pense que ça tient au fait que même les personnes connues, on va les retrouver sur des territoires qu'ils ne visitent pas souvent. On a le luxe du temps aussi. On n'est pas si pressé que ça. Ça donne des conversations qui durent en moyenne 12 à 13 à 14 à 15 à 16 minutes. On a plus ça, tu sais, en télévision, ce temps-là. Bon, on l'a, mettons, à 2 hommes en or. On voit qu'il y a plus 2 hommes en or et Rosalie. Il y a des émissions qui donnent le luxe du temps. Puis je pense aussi que c'est l'idée de rencontrer les gens qu'on connaît pas, aussi découvrir du monde. Souvent, là, les gens sur les réseaux sociaux nous parlent de combien ils ont aimé découvrir un astrophysicien, une infirmière. Puis, si tu viens, comme je disais tantôt, bien, on va parler d'autres choses que de ce dont on parle généralement. Fait que je pense que le secret du succès, tout relatif de cette émission, bien, c'est ça, je pense. Parle-moi de télé. Tu as grandi à la télé. Je me souviens, quand j'ai commencé Les Francs-Tireurs, tu étais dans le bureau à côté de notre coproducteur, Jean-Pierre Paiement. Jean-Pierre Paiement, feu Jean-Pierre Paiement. Et Curieux Bégin commençait. Oui. Qu'est-ce qui a changé en télé depuis 2017-ish? 2007. 2007, Curieux Bégin. Ça sera la 18e saison cette année. Je pense que ce qui a changé, c'est les moyens. Le gros enjeu en télé, c'est les sous. Ça a changé beaucoup, ce qui fait que ça induit une pression sur les temps de production. Je le vis autant en fiction que... Moi, quand même, je vais faire une distinction entre, mettons, ce que je vis comme animateur d'émissions de service, où on a un peu plus de temps, mais on a moins de sous. Tu sais, cette année, il y a du monde à la messe. Quand même, on revient avec une saison écourtée, je dois le dire. Tu sais, on passe de 26 émissions à 12 émissions, plus le spécial de Noël, 13 émissions. Curieux Bégin, on est rendu à des saisons de 12 émissions.
visiblement, les impacts financiers de la diminution des budgets... Ça vient de la réalité budgétaire. Complètement. Je pense que oui. Je pense aussi qu'il y a une volonté peut-être chez les diffuseurs de varier le contenu de plus en plus parce qu'ils veulent de plus en plus exploiter les plateformes, parce que les plateformes vont devenir des lieux. Il faut nourrir les plateformes. Fait que si tu prends $1 million pour une production, là, j'y vais avec un chiffre imaginaire, tu as un titre sur ta plateforme, mais si tu divises en deux puis tu fais des saisons plus courtes, tu as deux titres. Oui, je pense que oui. Tu penses que ça participe à ça? Moi, je crois que oui. Hein. En fait, c'est l'analyse que j'en fais pour peu que ça ait une valeur. Mais comme ça fait quand même 40 ans que je fais ce métier-là, je commence à comprendre un peu les écosystèmes. Fait que je pense que ça a un poids dans la balance. Puis ce qui a changé aussi, c'est le temps. Moi, je viens de finir une série extraordinaire qui s'appelait L'Appel, que j'ai fait avec Julie Perrault, qui était une des réalisatrices les plus préparées que j'ai vues depuis que je fais de la TV. Tu étais très bon, d'ailleurs, là-dedans. L'Appel, qui est le récit du deuxième procès de Mom Boucher pour meurtre. Exactement, tout à fait. Puis, on a travaillé à une vitesse qui n'existait pas il y a 20 ans, 17 ans. T'sais, on fait des affaires avec beaucoup trop de rapidité. Puis ça a été nommé souvent, mais donc ça demande d'être extrêmement préparé. Ça demande d'être... Il y a des gens qui aiment carburer à cette vitesse-là. Oui. Moi, plus ou moins, mais en même temps, j'étais tellement sécurisé, mettons, par Julie, qui était tellement préparée, que j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, mais je trouve qu'à un moment donné, cette pression-là sur les productions va finir par avoir un impact qui va se voir à l'écran. On s'en rend pas trop compte, mais à un moment donné, ça va se voir. Moi, j'ai adoré L'Appel. Je l'ai regardé. On a reçu Luc Dionne. On a reçu Luc Dionne pour en parler, etc. Puis c'était, à un moment donné, c'est ça que j'ai constaté, c'est que probablement parce qu'on peut pas faire des séries comme dans l'ancien temps de 10, 12 épisodes, entre le début du premier épisode et la fin, Mom est arrêté. Oui. Mom se fait coincer. Oui. Moi, je me rappelle d'une époque où ça aurait probablement pris 4 épisodes avant qu'il se fasse pogner. Il y aurait eu le luxe du temps et de l'argent pour faire une sorte de tension dramatique. Oui. Et là, ça, c'est le genre d'affaire qui se perd. Bien, c'est sûr que ça oblige à raconter des histoires différemment, ces formats-là aussi, plus rapidement. En même temps, ça t'oblige à aller à l'essentiel aussi. Puis je trouve que le résultat de l'Appel, c'est assez probant. Ça marche, ça tient la route. Puis Luc Dionne... et le reste est très bon. Oui, là. absolument. Oui. Mais effectivement, de plus en plus, il y a une espèce de format d'écriture. C'est-à-dire que même les grandes plateformes comme Netflix maintenant vont donner des espèces, je vais dire en anglais, je suis désolé, là, je ne sais pas comment le dire en français, des espèces de templates sur comment... De format, de comment on écrit une histoire, de comment on la décline. Premier épisode, il se passe ça. Deuxième épisode, il se passe ça. Ton pivot est rendu à tel moment. Fait qu'il y a comme une façon d'écrire les histoires qui vont se standardiser de toute façon pour répondre à la fois à des injonctions financières, mais aussi à un rétrécissement de l'imaginaire, moi, je trouve. C'est intéressant ce que tu dis là. peu... Christian, c'est pas juste l'argent, c'est ce qu'attend le téléspectateur. C'est ce qu'attend le diffuseur. Le téléspectateur, moi, je trouve que des fois, on présume des choses qui ne sont pas justes par rapport à ça. Je regarde Empathie en ce moment, qui échappe à tout ça. Oui. Une des séries, les meilleures séries que j'ai vues là, à l'écran depuis longtemps, Florence Lompré, a réussi, je ne sais pas comment elle a fait, je ne sais pas quel temps ils ont eu pour tourner ça, mais ce genre d'histoire-là, si tu le présentes à un diffuseur, il va te dire non, parce qu'il y a une espèce de frilosité, puis là, aujourd'hui, ça existe. Les extraits que j'ai vus, c'est assez hors norme. Complètement. Puis puis la façon de raconter l'histoire, la qualité du jeu, l'appel à l'imaginaire aussi, le côté un peu onirique qui est souvent dans les séries de Florence Lompré. Tu vas présenter ça à un diffuseur en ce moment, il y a toujours une espèce de frilosité. Je pense qu'en ce moment, la façon de raconter des histoires écope de ce que les grandes plateformes ou les diffuseurs présument de ce que le public veut. Mais le public est ouvert à bien des affaires si tu y racontes une histoire comme du monde, puis si tu lui donnes les outils puis les clés pour qu'il puisse lire l'histoire. Fait qu'il y a un catch-22, moi, je trouve, là-dedans, puis il y a un danger de standardiser nos façons de raconter des histoires. Moi, ça m'effraie un peu des fois. Parlant d'histoire, on vient de sortir d'une histoire électorale. Oui. J'aimerais ça aborder ça 30 secondes avec toi, parce que je me rappelle du Christian Bégin, qui, il y a quelques années, sur sa page Facebook, faisait beaucoup plus souvent des coups de gueule que des appels à trouver des restos intéressants au Québec ou des hôtels intéressants ailleurs. Oui. À quel moment tu t'es calmé?
Mais quand je me suis rendu compte que c'est ce qu'on attendait de moi, en fait. Tu sais, à un moment donné, quand tu t'ouvres, quand tu te mets à émettre des opinions, d'une part, je me suis rendu compte aussi que j'avais pas des opinions sur tout, puis que mon discours apportait pas toujours une contribution nécessaire au discours ambiant. Fait qu'à un moment donné, tu comprends ça, puis tu te calmes. Il y a un danger aussi d'enflure, d'enflure narcissique quand on se met à parler aussi parce que tu as beaucoup de réactions. Oui, puis quantifiable. Je polarisais aussi beaucoup à cette époque-là. Fait que ça, il y a ça, à un moment donné, tu prends conscience de pourquoi tu t'ouvres la bouche, puis quel combat tu as envie de mener. Puis il y a aussi le fait que quand tu te mets à faire ça, on attend ça de toi. Fait que là, souvent, on m'invitait comme pour être celui qui était pour jeter de l'huile sur le feu. Puis là, quand tu deviens une espèce de soupe au lait de service, ben tu fais non. Ça, à un moment donné, c'est un rôle que j'avais pas envie de jouer, tu sais. Fait que je choisis mes combats, j'agis politiquement de d'autres façons, tu sais. Quelle façon? Je retrouve une espèce de militantisme en ce moment. Je me rapproche de groupes qui, pour moi, défendent des affaires. Je pense à Mère au front, je pense au travail de Laure Varidel puis de Anaïs Barbeau à la Valette à Mère au front. Je me suis remis à participer à des manifestations qui ont été faites dans le cadre suite à l'élection de Donald Trump, en sachant très bien que tout ça n'a aucune incidence, mais en même tu voulais temps, être dans l'action. Ben, je voulais surtout être avec des gens, puis ne pas me sentir isolé et seul, en sachant que probablement, souvent, on en parle même pas dans les journaux, puis mais à un moment donné, tu as besoin de ne pas te sentir isolé dans le fracas du monde, tu sais, ce que j'appelle souvent le fracas du monde en ce moment. Fait qu'il y a moins de likes, mais il y a plus de réel coude à coude. Oui, il y a moins ça. Puis il y a aussi une désenflure une désenflure égotique, je te dirais. Une désenflure égotique. Hey, c'est un beau terme. Ça se peut que je l'utilise. Je te l'offre. Un de ces 4. Christian, toujours trop court, toujours un plaisir. Il y a du monde à la messe. Oui, c'est déjà fini. On a eu 10 minutes quand même. Quand même. Il y a du monde à la messe. Ça commence vendredi. Après-demain, vendredi. Après-demain. Puis la 18e saison de Curieux Bégin revient bientôt. On commence le tournage. Et au mois d'août, avec les Éternels Pigistes, peut-être que j'aurai l'occasion de t'en parler avec Flambant Nu. On va t'appeler, c'est Flambant Nu. Flambant Nu? Flambant Nu. Flambant Comme nu. l'expression. Est-ce qu'on va te voir Flambant Nu? Non, ça, j'ai déjà donné. Parfait. Mais tu piques notre curiosité. Curieux Bégin, on va te réinviter. Merci beaucoup.